Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission. Pour nos chers téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de N'Djamena au Tchad dans le cadre du processus électoral en cours dans ce pays. Le débat aujourd'hui porte sur l'élevage et le développement agricole. Et depuis le début, nous sommes en compagnie de M. Miarim Dila Evaris, qui représente le candidat Kebzabo Saleh. Merci d'être toujours en notre compagnie. Également Jean Calvin Robenat, qui représente le candidat Joseph Dimranga Nadi. Et Ibrahim Ben Saïd, qui est secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, et puis M. Paul-Francis Garadoumri, qui est représentant du candidat Mahamat Ahmad Alabo. Nous avons commencé par recueillir les propositions des candidats, des représentants des candidats par rapport à la relance de l'agriculture, et je vais me tourner tout de suite vers M. Robenat, votre candidat. Quelle est sa stratégie pour relancer complètement ce secteur afin qu'il connaisse des jours meilleurs? Au cap sûr de Joseph Dimranga Nadi, nous considérons que le problème de l'agriculture ne se situe pas seulement au niveau de la mécanisation des outils, des équipements et autres. Ça va au-delà, c'est un problème politique. Si nous avons à relancer l'agriculture au Tchad, nous sommes obligés donc de régler certains problèmes d'ordre politique qui existent. Et entre autres, c'est le conflit agriculteur-éleveur qui est un problème essentiel quand nous passons dans les villages. Les villageois, les éleveurs et les agriculteurs sont tout le temps en conflit, il y a des guerres, la paix sociale n'existe pas entre les deux communautés pour leur permettre donc de travailler correctement. Donc nous proposons un certain nombre de mesures pour faire en sorte que la paix sociale s'installe entre les différents acteurs du monde rural pour leur permettre de faire un travail. Et en deuxième lieu, nous proposons donc de pouvoir améliorer l'environnement des affaires, parce que là on avait parlé de l'État tout à l'heure, mais l'État à lui seul ne pourra pas avoir donc les ressources publiques suffisantes pour lui permettre donc d'impulser le développement dans le monde rural, et il faudra bien donc faire en sorte que la corruption existe moins, faire en sorte que le détournement de biens publics existe moins et que le climat des affaires s'améliore pour attirer les investisseurs privés et faire en sorte que ces secteurs puissent vraiment revenir au centre donc des politiques publiques au Tchad. Monsieur Garadoumri, votre candidat, quelle est sa recette justement pour faire décoller ce secteur? Ben, au PLD, nous avons, c'est pas une recette, c'est une politique. Ah. Parce que nous estimons que l'agriculture, au sens large bien entendu, pas seulement céréales, mais y compris l'élevage, oui, d'une manière globale. Surtout que nous allons aborder l'élevage dans quelques instants. Oui. Disons, c'est un tremplin. C'est une rampe de lancement pour le développement économique d'une manière globale. Et par rapport aux problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, nous pensons que le premier problème, s'il faut faire de la mécanisation, ça sera par région. Il y a les types de sols qui s'adaptent aux tracteurs. On ne peut pas, par exemple, utiliser les tracteurs dans une zone boisée, puisqu'on a des problèmes d'environnement. Donc, il y a deux. Dans les grandes plaines, ça sera les tracteurs. Avec tout l'équipement requis, un tracteur, c'est un moteur, mais ce sont les outils qui travaillent. Donc, on va l'équiper, il faut équiper totalement, semoir, et ainsi de suite, de manière à ce que le travail de l'agriculture soit allégé. Deuxième chose, le candidat d'Adnadi l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de sécurité foncière. Tant que le paysan ou l'agriculteur n'est pas propriétaire de sa parcelle, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il ne fera jamais des améliorations techniques. Donc, nous allons faire en sorte que les paysans soient propriétaires de leur parcelle, même si c'est 1,5 hectare, que ça soit sa propriété. Mais s'ils en ont les moyens, justement, les moyens de s'acquérir ces parcelles-là. Non, mais ça, c'est nous, maintenant, quand on sera au pouvoir, on va prendre des mesures de manière à leur faciliter l'acquisition de ces terres. C'est leur terre, d'ailleurs, de toute manière. C'est une question de... bon, de toute manière, on verra plus tard. Une réaction d'un téléspectateur, il s'appelle Demas, il dit « Les agriculteurs ne peuvent pas s'enrichir dans l'agriculture parce qu'ils sont étouffés par les éleveurs qui sont protégés par le gouvernement. C'est-à-dire, chaque ministre est un éleveur. » Il s'appelle Demas. Monsieur Ben Saïd, qu'est-ce que vous répondez à ce téléspectateur? Moi, je pense certaines personnes qui sont en N'Djamena ne connaissent pas qu'est-ce qu'un agriculteur, qu'est-ce qu'un éleveur. Et les gens pensent souvent qu'il y a un conflit agriculteur-éleveur. Il y a aussi un conflit éleveur-éleveur. Il y a un conflit agriculteur-agriculteur.
Moi, je pense qu'au Tchad, on n'a pas un conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est des faux problèmes que les gens les posent souvent. Quelques gens ont des troupeaux qui font paître peut-être par mégarde dans les champs et ils les payent souvent. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui va faire l'agriculture, qui va développer l'agriculture, qui va empêcher le développement de l'agriculture. Pour développer l'agriculture, il faut que nous ayons des banques agricoles qui peuvent donner à ces paysans qui n'arrivent pas à avoir 10 000 francs de faire des prêts pour qu'ils fassent des terres qui soient plus importantes. Moi, je pense que le conflit agriculteur et l'éleveur, c'est un conflit. Il n'y a pas un conflit qui bloque le développement de ces pays. Puisque pour développer, il faut que nous ayons des banques agricoles. Des banques qui peuvent donner des crédits à ces pauvres agriculteurs qui n'arrivent même pas à avoir 10 000 francs pour louer un tracteur, qui leur donnent. Et maintenant, au gouvernement, de faire venir des techniciens pour pouvoir accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver. Et le problème, c'est que c'est très important. Au Tchad, nous avons, pour le nomade, nous avons les gardes nomades, entre-temps nous appelons les méharistes, qui suivent les agriculteurs, qui suivent les éleveurs, qui viennent avec eux. Donc en principe, ils protègent les agriculteurs comme les éleveurs. Donc en principe, il ne doit pas avoir un conflit entre agriculteurs et éleveurs. C'est des hommes politiques qui le disent souvent. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens... quelque part, la politique s'invite là-dedans. On va faire la transition. On va faire la transition et aborder l'élevage. L'élevage qui est la deuxième source de revenus après le pétrole. Et sa part, sa contribution au PIB national est de 53% et il fait vivre environ 40% de la population. Et il y a deux types d'élevage, l'élevage transhumant et celui intensif. Alors, quel regard portez-vous sur le développement de cet élevage-là aujourd'hui? En fait, nous croyons que l'élevage, le seul problème, c'est les zones de pâturage. Et nous croyons qu'au Tchad, nous avons 65% d'espace ou encore d'aire de pâturage de l'élevage. Et logiquement, le problème du développement de l'élevage ne se poserait pas au Tchad. Et raison pour laquelle le Tchad est donc ici le pays exportateur. Et nous avons dans notre capitale, nous avons donc 30% des revenus. Le Tchad est constitué par l'exportation sur pied du bétail. Donc, en réalité, c'est un secteur plutôt à améliorer. À améliorer pour éviter le problème qu'on vient de soulever tout à l'heure. Le problème juste de conflit foncier. Il faut simplement sécuriser donc, les zones de transhumance. Il faut également donc, multiplier les points d'eau pour permettre donc, à ces bétails-là de pouvoir réellement s'abreuver comme il se doit. Il faut également essayer, pas seulement conserver les transhumances, mais il faut également sédentariser. En faisant quoi donc, en créant donc, des points d'alimentation. Donc, tu vois, de ce bétail-là, le point de vente, de production d'aliments, du bétail, et également de pâture. Vous voulez dire qu'on a continué par fonctionner de manière archaïque, en fait, on utilise toujours les vieilles méthodes et on n'a pas amélioré le secteur, c'est ça? Le secteur a été plus ou moins amélioré, mais ce n'est pas au point où vraiment nous en sommes, où nous voulons en être, bien sûr. Donc il faut améliorer, c'est ce que nous voulons dire. Monsieur Robinat, comment faire cohabiter les deux types d'élevage, justement, pour optimiser son impact dans les revenus de ce pays? Mais je pense qu'il y a des investissements qu'il faudra absolument faire dans le domaine donc, de l'élevage pour faire en sorte que les deux élevages, comme vous le dites, transhumants et sédentaires, puissent donc cohabiter. Le collègue donc, de l'UNR l'a dit là tout à l'heure, il faudra faire en sorte... Monsieur Dila l'a dit tout à l'heure, il faudra absolument investir donc dans le domaine donc de la multiplication des points d'eau, par exemple. Mais nous pensons au Cap Sûr que, je le redis, au-delà donc des investissements à faire et autres, c'est une question de gouvernance du secteur. D'organisation du secteur. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps, au Tchad, il y a eu des débats sur un code donc, pastoral qui devrait être adopté et qui n'était pas parti, n'était pas donc initié sur des bases qui puissent permettre aux deux secteurs donc, de pouvoir donc, cohabiter. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de problème entre éleveurs et agriculteurs, c'est de connaître la réalité. Vous allez dans les villages, le problème il est là. Il se trouve que l'administration qui est censée créer les conditions d'une égalité entre les différents secteurs, en tout cas les acteurs dans ces deux différents secteurs, souvent prend des initiatives en faveur donc, des éleveurs au détriment des agriculteurs. Et ce code pastoral, si vous l'autorisez, sur plusieurs points,
a démontré que l'administration ne traite pas de façon juste cette question d'agriculteurs et d'éleveurs. Et ça frustre les acteurs dans les deux secteurs. Mais vous le dites, et pourtant hein, l'élevage aujourd'hui, les produits ici de l'élevage sont constitués aujourd'hui des produits d'exportation. Et le Nigeria, le grand voisin, en absorbe beaucoup. Mais le Nigeria aujourd'hui aussi est confronté à un certain nombre de problèmes. Et du fait des questions sécuritaires, je crois que l'exportation a baissé un tout petit peu. Donc il va falloir chercher d'autres solutions. Et c'est de là que je vais demander à M. Ngara Doumri, qu'est-ce qu'il faut faire le pays où vous écoulez ces produits issus de l'élevage, aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de questions de sécurité, aujourd'hui n'en absorbe plus correctement. Il faut changer son fusil d'épaule, il faut faire comment? Faire comment? C'est très simple, justement, c'est grâce à la modernisation des infrastructures. Jusqu'à présent, ce qui prédomine, c'est l'exportation sur pied. Nous sommes peut-être avec le Mali ou le Burkina, qui sont les pays à exporter notre bétail sur pied. Vous voyez ce qu'on perd? Tous les sous-produits, la peau, les ongles, les cornes, tout ça, ça rentre dans l'industrie. Donc ce qu'il faut, c'est justement, je pense que les propositions qui étaient faites, notamment de créer des abattoirs modernes, si on pouvait donc, nous, si c'est fait ou c'est pas fait, nous le ferons. De telle manière à ce que les sous-produits peuvent servir à l'agriculture. Il suffit de fabriquer les engrais avec donc les déjections, les cornes, ainsi de suite. Et l'exportation sera faite justement dans le cadre de la viande, pas du bœuf. On exporte de la viande et on garde le reste pour l'industrie intérieure. Et en faisant ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que la viande puisse avoir de la valeur, il faut absolument, par exemple, éviter ces affaires de transhumance. Les bovins qui quittent Ati pour aller jusqu'au Batagrafo ou en Centrafrique, ils se retrouvent avec de la peau sur les fesses. Ça, ce n'est pas de la bonne viande. Donc, il faut absolument, comme nous le faisons, créer des zones d'élevage. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, de telle manière qu'on mette le maximum d'infrastructures, forage des puits, éducation des éleveurs pour faire les cultures de fourrage, ainsi de suite, de manière à ce que les bœufs restent dans leur terroir. Monsieur Ben Saïd, vous allez nous dire quand même quel regard vous portez sur la création de ces zones d'élevage. Mais avant, je vais donner lecture de cette réaction d'un téléspectateur et qui dit avec des charrues, comment on peut être compétitif dans le monde à l'heure où toutes les usines mondiales se munissent de tapis roulants et diverses. Pourquoi ne pas former la jeunesse tout simplement? C'est un message de Kadija Gealbaï. Désolé si j'ai mal prononcé le nom, répondez maintenant. Moi je pense au Tchad, le gouvernement vient de faire un recensement pour l'élevage. Nous avons fait savoir il y a 94 millions de têtes confondues. Et le plus important pour nous en tant que travailleurs, nous préférons que, comme disait le candidat de M. Al-Habbo, de faire envoyer les bétail sur pied au Nigeria. Moi je pense qu'il est prévu qu'il y aura des abattoirs, qui est prévu à N'Djamena, qui est prévu à Moundou, qui est prévu à Amdiaras, et qui sont prévus aussi dans le Montchari à Sar. Ça permettra de créer de l'emploi. En créant de l'emploi, moi je pense que c'est plus important pour nous, on peut trouver de l'emploi, ça peut absorber tous les chômeurs, les demandeurs d'emploi qui seront là. Et moi je pense que le plus important, c'est que il manque de points d'eau, il manque de pâturage, il manque des aliments pour les bétails. Il faut engraisser les animaux pour qu'on puisse les vendre à un prix très important. Moi, je pense que tout ça, c'est une chose que le gouvernement doit le faire. Et moi, je n'ai pas écouté les candidats nous proposer des emplois, en créant des emplois. Aucun des candidats sur la table n'a pu prévoir qu'est-ce qu'il fait pour les travailleurs. Puisque nous, on veut de l'emploi, la création de l'emploi. Il faut transformer ces choses-là, au lieu de faire le bétail sur pied, il faut faire, comment dire, faire de la production, faire dans les abattoirs, faire des viandes, transporter les viandes, au lieu d'être sur pied, ça sert des viandes qu'on va les exporter. Les pots, on peut les exporter. Il nous reste 5 minutes juste d'émission. On va leur permettre de répondre quand même à cette préoccupation que moi, vous avez soulevée. Moi, je pense que le plus important pour nous, c'est d'avoir, pour les éleveurs, il faut que le ministère, aujourd'hui, le ministère de l'élevage s'est désengagé presque de ce secteur. Aujourd'hui, les vétérinaires n'ont pas de moyens pour aller travailler.
Aujourd'hui, le ministère de l'élevage, vous trouverez un médecin, un vétérinaire qui est au bureau, qui n'a pas. Or, c'est un ministère, c'est prioritaire pour le gouvernement. Mais les travailleurs qui sont au ministère de l'élevage, ils n'ont pas une statistique particulière. Il doit avoir aussi une statistique particulière pour qu'ils donnent un rendement plus important. On va permettre, M. Ben Saïd, on va permettre aux représentants du candidat de répondre à cette préoccupation. M. Robinat, pour ce qui vous concerne, en termes de création d'emplois dans le secteur, qu'est-ce que vous avez prévu? En termes de création d'emplois dans le secteur, nous pensons qu'il faudra, je l'avais dit, déjà améliorer le climat des affaires. Faire en sorte que... C'est une solution d'ordre général. D'ordre général, mais important. Puisque à partir du moment où le secteur rural en soi n'est pas sécurisé, puisque la sécurité est essentielle, quelqu'un qui veut travailler doit se trouver en position, en état de le faire. Quand les vies, nous perdons beaucoup d'hommes dans ces questions d'agriculteurs et éleveurs dans le secteur rural. L'implication de l'administration qui est impartiale. Le manque de financement, puisque le climat n'est pas bon, les investisseurs privés ne viennent pas donc investir dans ces deux secteurs. En tout cas, M. Ben Saïd a parlé d'une banque agricole qui devrait quand même permettre à ceux qui travaillent dans ce secteur de pouvoir se procurer, d'avoir les moyens de pouvoir mener leur politique si tant est qu'ils veulent vraiment faire de l'agriculture et de l'élevage. Monsieur Ngaradoumri, désolé de ne pas toujours bien prononcer. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais parlons une dernière fois de ce conflit agriculteur et éleveur. Ça prend sa source où et comment y remédier définitivement? La source, elle est diverse. Il y a beaucoup de forums qui ont eu lieu sur la question. Mais en fait, je crois que la source fondamentale, c'est la restriction de l'espace. Avec les changements climatiques, avec le nombre de bétail. Nous sommes, tout à l'heure, Ben Saïd a dit qu'il y a 94 millions de bétail. En 1964, on avait 2 millions de têtes et on était seulement 1 500 000 habitants. Oui. Donc, il y a surcharge. Donc, les dispositions qui ont été prises par la loi pour tracer les couloirs ne sont pas respectées puisque la sécheresse a fait de telle manière que ces couloirs n'existent pas. De toute façon, ce problème n'est pas l'apanage du Tchad. Ça se retrouve pas fait partout. Mais justement, pour nous, c'est ça la source d'une. Oui. Deuxième source, bon, comme il a été dit, il y a des faux éleveurs. C'est-à-dire des fonctionnaires comme moi, etc., qui ont de l'argent et qui ont pu mettre de l'argent à côté pour acheter un petit cheptel qui est confié à quelqu'un. Et nous sommes en dehors. Ce quelqu'un n'est pas censé s'occuper de ce bétail comme si c'était son héritage. Donc il les laisse divaguer. Donc on va rapidement vous dire, comment s'en sortir? Rapidement, 2 mots. Comment s'en sortir? On fait le tour de table rapidement parce qu'on a fini. Comment s'en sortir avec conflit éleveur et comment s'en sortir? Comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut s'en sortir de deux façons. C'est-à-dire créer les zones d'élevage et les respecter. Merci beaucoup. Monsieur Robinat. Comment s'en sortir? C'est d'abord faire en sorte que l'administration soit impartiale dans le traitement donc, des conflits éleveurs-agriculteurs. Faire en sorte aussi que l'appareil judiciaire soit performant pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi. Monsieur Dila. Comment s'en sortir? Nous nous appuyons sur la sédentarisation dans l'escalade de l'éleveur. Et surtout, voilà, multiplier les points d'eau. Parce que lorsque nous voyons la transhumance, c'est juste pour aller à la recherche réellement de ce pâturage et donc de points d'eau. Et lorsque nous sédentarisons, c'est-à-dire que nous familiarisons les éleveurs avec nos agriculteurs qui, en réalité, constituent dans la même famille. Et donc, dans ce cadre précis, ils vont se familiariser et ils vont se comprendre pour mieux développer, avoir dans le même objectif de développement de notre cher pays, le Tchad. Monsieur Ben Saïd, à vous de Moi, je pense les candidats, est-ce qu'ils savent que les éleveurs vivent difficilement avec les eaux forêts? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ont quitté le Tchad pour aller au Centrafrique, pour aller jusqu'en Algérie. Et ils souffrent plus que les agriculteurs aussi. Le problème le plus important au Tchad, il faut que chacun trouve ses droits. Ce n'est pas seulement l'agriculteur qui en souffre, mais l'éleveur. Moi, je suis issu d'une famille d'éleveurs. Je sais que les éleveurs souffrent plus que les agriculteurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas de points d'eau. Aujourd'hui, ils n'ont pas qu'on appelle du pâturage. Aujourd'hui, ils n'ont pas des infirmiers qui les accompagnent, qui les aident. Mais il y a un problème général dans ces pays-là. Et le problème est partout. Les candidats doivent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut trouver des solutions, comment on peut créer des emplois.
Aujourd'hui, les éleveurs n'ont pas des écoles nomades. Il est prévu qu'on crée des écoles nomades, qu'on accompagne les éleveurs. Ils n'ont pas des écoles nomades. Les enfants sont pas formés, sont pas instruits. C'est ça le problème qui est important. En tout cas, nous sommes en campagne électorale et ceux qui prétendent gouverner ce pays ils doivent sont à l'écoute. Ils doivent à l'écoute. S'ils ne l'avaient pas prévu dans leur propre société, peut-être qu'ils vont les intégrer. Mais moi, je pense que moi, j'étais surpris que je n'ai pas écouté les candidats, puisque nous, en tant que travailleurs, nous savons. Malheureusement, on n'a pas tout le temps non plus de pouvoir tout exploiter, expliquer les candidats, l'élevage et l'agriculture, c'est le mamelle du Tchad. Vous le dites rapidement. Le mot, c'est une solution, c'est de créer des zones d'élevage. Ces zones-là, c'est pas les bêtes ne vont pas se balader comme ça. Il y aura des écoles, il y aura des ceci. En tout cas, moi je parle de la population augmentée. Il faut voir la démographie. La population a augmenté et les terres arabes ont diminué. Donc il faut pouvoir faire une adaptation, vous voulez dire. Il faut changer le système. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je rappelle que nous étions avec Myriam Dila Évariste, qui représentait ici le candidat Kebzabo Saleh. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Jean-Calvin Robenat, qui représentait le candidat Joseph Djimranga Dadnadi. Nous avons été honorés de votre présence sur ce plateau. Monsieur Ibrahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Merci, c'était un plaisir. Et également M. Paul-Francine Garadoumri, cette fois-ci je l'ai bien prononcé, M. Garadoumri, qui représentait le candidat Mahamat Ahmad Alabo. Nous allons nous rendre sur le terrain pour voir ce que nos reporters qui sont postés un peu partout dans les régions du Tchad nous ont ramené en suivant les candidats. Suivons tout de suite le journal de campagne, un journal présenté par Paul de Singui. Bienvenue dans ce journal de campagne depuis N'Djamena au Tchad, Idriss Déby Itno, en course à la présidentielle du 10 avril, se définit comme étant le candidat de l'émergence et de la sécurité. En meeting à Pala, dans la région du Mayo-Kébi-Ouest, il a promis aux populations de faire de l'éducation et de la santé ses priorités dans cette région. Plus de précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial à Pala, Mahamat Ramadan. Le candidat de l'Alliance au pouvoir, Idriss Déby Itno, continue sa tournée de campagne dans le sud du pays. Après Doba, Moundou et Laye, le candidat de la majorité présidentielle a mis le cap sur Pala, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest. Face aux populations de cette localité, le président sortant promet de régler dans un bref délai les multiples problèmes de la région, en premier lieu l'électrification des villes. Il ne peut pas y avoir du développement sans l'énergie. L'énergie moins chère, accessible à tous les foyers, à tous les ménages. Pendant les 5 années à venir, si vous m'accordez votre confiance, je vous promets que toutes nos villes, y compris Pala, vont être électrifiées. Idriss Déby Itno, qui se définit comme le candidat de l'émergence du Tchad et de la sécurité, promet de tout mettre en œuvre pour le développement socio-économique des enclavés dans le pays. Il a par ailleurs indiqué aux populations de la région de Mayo-Kébi-Ouest que l'éducation et la santé ont été toujours sa priorité et demeureront comme telles dans les 5 prochaines années si celle-ci lui accorde encore sa confiance. Donc l'éducation, la santé vont être encore et pour toujours nos priorités. Selon la direction nationale de campagne de la majorité présidentielle, Idriss Déby est soutenu par une alliance de 108 partis politiques. Cette dernière compte porter le projet de société du président sortant devant la population de la région pour une brillante réélection de leur candidat le 10 avril. Saleh Kebzabo, le candidat de l'UNDR à la présidentielle, souhaite faire de l'agriculture, l'élevage et la pêche les piliers de l'économie du Tchad. Notre envoyé spécial Sadou Alixé Mokhtar revient sur le meeting qu'il a tenu dans le sud-est et le centre du Tchad. Le candidat de l'UNDR à la présidentielle, Saleh Kebzabo, à la rencontre des populations du sud-est et du centre du Tchad, dans le département de Haraz et à Mangalmey, une localité située à 500 km à l'est de N'Djamena, la capitale. Le chef de file de l'opposition a dévoilé quelques lignes de son projet de société. À ses partisans et sympathisants, il a réaffirmé son engagement à améliorer le système de santé au Tchad. Les centres de santé, on va en avoir partout pour que les gens n'aient pas à faire de grandes distances pour aller se soigner. Le médicament sera à la portée de tout le monde. On ne va plus taxer le médicament. Investi par l'Union nationale pour le développement et le renouveau, Saleh Kebzabo est soutenu par 13 autres formations politiques à la présidentielle du 10 avril 2016. Il veut faire de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche les leviers de l'économie du Tchad.
250 000 charrues seront subventionnés par le candidat de l'UNDR s'il est élu à la présidence de la République. Construire le château d'eau, vous aurez de l'eau ici dans votre ville. Toute la population va avoir de l'eau. Nous nous engageons à faire de l'eau. L'eau est l'une de nos priorités parce que l'eau, c'est la vie. Chef de file de l'opposition depuis 2011, Saleh Kezabo a un programme de société élaboré sur 15 axes. Ce programme prendra en compte tous les secteurs sociaux, politiques et économiques du pays. L'éducation, l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme seront au cœur des actions de son gouvernement s'il accède à la magistrature suprême. Joseph Dimranga Damnadi a choisi la ville de Ngelendeng pour son premier meeting dans le sud. L'ancien Premier ministre souhaite mettre de l'ordre dans la gestion des affaires publiques s'il est élu président de la République du Tchad. Plus de précisions dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Le président du parti Capsule, cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, Joseph Dimranga Damnadi, a entamé vendredi sa tournée de campagne électorale au sud du pays. À Ngelendeng, où il a tenu son premier meeting, le président de Capsule a promis à ses militaires et sympathisants de mettre de l'ordre dans la gestion publique. C'est nous-là qui mettrons de l'ordre dans ce pays. Nous avons dit au Capsule que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour arrêter la dérive du pays. Le Tchad est en panne. On vous raconte des conneries. Le Tchad est en panne. Pour lui, il est temps de rompre avec la gestion patrimoniale des ressources économiques. Il s'engage à faire de l'éthique de responsabilité l'un des piliers de sa gouvernance. Au Cap-Sud, nous prenons et répétons que notre manière de voir de gérer le pays, c'est la République. Dans ce système-là, ce qui fait votre valeur, c'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous savez faire. Vous êtes balayeur, vous êtes manœuvre, vous êtes ménagère, c'est ça qui fait votre valeur. On ne va pas vous juger parce que vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes nordiste, non. On vous juge sur ce que vous savez faire. Le leader du parti Capsule, Joseph Dimranga Damnadi, a appelé ses militants de Ngelendeng à retirer leurs cartes d'électeurs et à les voter massivement le 10 avril pour l'alternance et les valeurs républicaines. Djibouti Bouka promet de reformer les institutions de la République s'il est élu le 10 avril prochain. Le candidat du PDS entend également promouvoir l'enseignement du français et de l'arabe dans le système éducatif. Suivez le reportage de notre envoyé spécial, Sadou Alizé Mokhtar. Un Tchad uni et prospère, c'est l'ambition de Djibouti Bouka Dibien, candidat à l'élection présidentielle du 10 avril 2016. Il se présente sous la bannière du PDS, le Parti démocrate et social. Ancien collaborateur du président Déby, ses meetings de campagne sont une occasion pour lui de faire le procès du pouvoir. Pour le PDS, l'alternance politique constitue un adjuvant à la stabilité politique. Il s'agit que les gens l'observent. Moi, je suis un grand observateur. Tout ce qu'il fait là, moi, j'observe, je note. Tout ce qu'il fait là, je note. Voilà, je souhaite que Dieu me donne la force et que bientôt je sorte mon livre sur le régime qu'il a, le régime MPS. Je vais sortir, ça sera un best-seller, c'est-à-dire ce sera le livre le plus lu. Le candidat du PDS à la présidentielle promet de réformer les institutions de la République. Il s'engage à promouvoir l'enseignement des deux langues officielles, le français et l'arabe dans le système éducatif. Notre candidat de l'espoir arrive aux affaires, 3 mois suffisent pour qu'on balaye tout ça. Voilà, on balaye tout ça. Les préfectures, les régions, on va ramener au niveau 10 régions. Même les anciennes préfectures, on va, n'est-ce pas, fusionner d'autres. 10 régions, c'est suffisant, 10 régions. Son mandat sera placé sous les signes de la bonne gouvernance politique, sociale et économique. Djibouti Bouka Dibien garantira l'indépendance de la justice s'il est élu au soir du 10 avril 2016. Dans notre série mobilisation au sein des QG de campagne, notre envoyé spécial Jean-Paul Ouedraogo nous amène au cœur du dispositif du candidat Dimé Clément Bagou du CDPD. Je suis au siège de campagne du Parti démocratique du peuple tchadien, dont le candidat est l'opposant Dimé Clément Bagaou. Josué Dimadoum est le chargé de communication de la cellule de campagne du dit candidat. Bonjour Monsieur Dimadoum. Bonjour. Alors, où en êtes-vous pour ce qui concerne les activités entrant dans le cadre de la campagne?
je vous remercie encore une fois de m'accorder ou bien de m'offrir l'opportunité de parler au nom du parti. C'est que par rapport aux campagnes, nous sommes allés déjà plus loin. On a implanté les cellules de base partout et les missions sont envoyées sur place pour ne serait-ce que ratisser le terrain parce qu'on en a assez de ce régime qui est mis en place. Donc la population elle a pris conscience et donc partout où nous allons, nous sommes accueillis à bras ouverts et nous ne faisons pas comme le MPS qui fait des folklore. Nous va avec la proximité, on parle avec les gens. La victoire est-elle acquise pour votre candidat? Vraiment acquise parce que vu la mobilisation et vu l'engouement que la population est en train de mener, c'est que nous sommes rassurés et persuadés qu'on gagnera les élections sans problème. Après avoir couvert les 3 quarts du pays, le parti de Djimet Clément Bagaou espère remporter les élections du 10 avril dès le premier tour. Parole du chargé de communication de la campagne pour qui les dés sont déjà jetés. C'est la fin de ce journal de campagne depuis N'Djamena au Tchad. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition.